Pourquoi meurs-tu de faim si tu as reçu l'héritage de grand-père? La voix de mon petit-fils Liam a résonné dans la cuisine ce samedi après-midi. Il venait d'ouvrir le réfrigérateur et s'était figé devant les étagères vides. Il n'y avait qu'une bouteille d'eau à moitié pleine et un morceau de pain rassis enveloppé dans une serviette. Il s'est tourné vers moi avec de grands yeux, attendant une réponse que je ne savais pas comment donner. Les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Avant que je puisse essayer d'expliquer quoi que ce soit, j'ai entendu des pas venant du couloir. Mon fils Julien est apparu dans l'embrasure du salon où tous les invités étaient rassemblés pour le dîner que Sophia avait organisé. Et puis il l'a dit. Il l'a dit devant tout le monde avec un sourire sur le visage, la poitrine bombée de fierté, comme s'il annonçait la chose la plus merveilleuse du monde. J'ai donné son argent à ma belle-mère, Carole, pour qu'elle s'achète sa nouvelle maison. Elle le méritait plus. Elle a élevé ma femme toute seule. Elle a travaillé toute sa vie. Le monde s'est arrêté à cet instant. Les murmures des invités se sont éteints soudainement. Tout le monde m'a regardé. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Que les murs de ma propre maison se refermaient sur moi. Liam a lentement enlevé son manteau avec un calme que je ne lui avais jamais vu auparavant. Ses mouvements étaient délibérés, contrôlés, comme si chaque geste avait un but. Quelque chose dans ses yeux avait changé. Il n'était plus le garçon qui courait dans ses couloirs. C'était un homme face à une horrible vérité. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment une femme de 70 ans qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé son fils seul, qui a enterré l'amour de sa vie il y a tout juste 2 ans, s'est retrouvée avec un réfrigérateur vide pendant que son propre argent achetait des luxes pour des étrangers. Mon nom est Eleanor. Pendant 45 ans, j'ai été marié à Arthur, le meilleur homme qui ait jamais foulé cette terre. Il a travaillé dans la construction depuis qu'il avait 17 ans. De grandes mains calleuses, toujours tachées de ciment. Des mains qui m'ont tenu les nuits froides, qui ont porté notre fils Julien quand il était bébé, qui ont construit cette maison brique par brique. J'ai travaillé aussi. Je nettoyais des maisons le jour, je repassais des vêtements l'après-midi, je faisais de la couture la nuit. Rien n'était trop pour nous. Nous voulions que Julien ait ce que nous n'avions jamais eu, une éducation, des opportunités, un avenir meilleur. Quand Julien avait 12 ans, Arthur a eu un accident sur le chantier. Il est tombé d'un échafaudage. Il a été à l'hôpital pendant 3 mois. J'ai travaillé double, triple. J'ai vendu les quelques bijoux que j'avais. J'ai emprunté de l'argent. J'ai supplié, mais nous nous en sommes sortis. Nous l'avons toujours fait. Ensemble, nous étions invincibles. Les années ont passé et Julien a grandi. Il a obtenu un diplôme en commerce. Il a trouvé un emploi de bureau. Il a épousé Sophia, une fille qui semblait douce et polie. J'étais si fier. Mon fils avait réalisé ce que nous avions rêvé pour lui. Mais ensuite, Arthur est tombé malade. Le cancer. Le mot que personne ne veut entendre. 2 ans de combat. 2 ans à le regarder dépérir, à lui tenir la main pendant que la douleur le détruisait, à lui promettre que tout irait bien quand nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Il est mort il y a 2 ans. Un mardi matin, le soleil entrait par la fenêtre de l'hôpital et il m'a regardé avec ses yeux fatigués. Eleanor, mon amour, prends soin de toi. Promets-moi de prendre soin de toi. Ce furent ses derniers mots. Je lui ai promis, mais je ne savais pas que cette promesse serait si difficile à tenir. Après les funérailles, j'ai découvert qu'Arthur avait été plus prévoyant que je ne l'imaginais. Il y avait une police d'assurance vie, un règlement d'indemnisation des accidents du travail que l'entreprise avait finalement accepté de payer après des années de bataille juridique, une petite pension que je recevrais mensuellement. Au total, il y avait près de 150 000 $ pour nous qui n'avions jamais rien eu. C'était une fortune. C'était le résultat de 45 ans de travail, de sacrifice, du corps brisé d'Arthur. C'était l'avenir qu'il voulait m'assurer. J'ai pleuré quand j'ai vu ces chiffres sur le compte bancaire. J'ai pleuré parce qu'Arthur n'était plus là pour en profiter. J'ai pleuré parce que cet argent avait le goût amer de son absence. Julien était à mes côtés pendant tout le processus. Il m'a aidé avec les papiers, avec les avocats, avec la banque. Il semblait si inquiet pour moi, si attentif. Après les funérailles, il a commencé à me rendre visite plus souvent.
Il apportait de la nourriture, restait pour parler, me demandait comment je me sentais. J'étais si seul dans cette grande maison. Chaque coin me rappelait Arthur. Sa chaise vide à table. Son côté du lit froid. Ses outils dans le garage attendant des mains qui ne reviendraient jamais. Avoir Julien autour de moi me faisait me sentir moins perdu. Je pensais qu'enfin, à mon vieil âge, j'aurais mon fils présent. Qu'après tant d'années à le voir occupé par son travail, sa femme, sa vie, il prendrait maintenant le temps pour sa mère veuve. Comme j'étais naïve. Un jour, 3 mois après avoir reçu l'argent, Julien est arrivé avec Sophia. Ils se sont assis avec moi dans le salon sur ce même canapé où les invités nous regardaient maintenant avec pitié. « Maman, nous avons réfléchi », a dit Julien d'une voix douce. « Tu ne sais pas gérer autant d'argent. Tu n'as jamais eu à te soucier des investissements, des comptes, de tout ça. Et si quelqu'un t'escroque? Et si tu perds tout ?» Sophia a hoché la tête à côté de lui avec ce sourire que je croyais sincère. « Maman, nous disons ça parce que nous t'aimons. Laisse-nous t'aider. Julien peut gérer tes finances. S'assurer que l'argent est en sécurité. » J'ai hésité. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas une bonne idée. Mais j'ai regardé mon fils, ses yeux qui ressemblaient tant à ceux d'Arthur. Et j'ai pensé à toutes les fois où il m'avait aidé avec les papiers d'assurance. J'ai pensé à la solitude que je ressentais. J'ai pensé que peut-être ils avaient raison. Je ne sais pas, mon fils. C'est l'argent que ton père m'a laissé. Exactement, maman. Et papa voudrait que tu sois protégé, que personne ne profite de toi. J'ai juste besoin que tu me donnes procuration pour gérer le compte. Tu recevras toujours ton argent mensuel. Ne t'inquiète pas, mais je m'assurerai qu'il est bien investi, qu'il fructifie. J'ai signé les papiers une semaine plus tard. Le notaire a tout expliqué, mais je l'écoutais à peine. Je faisais confiance à mon fils. Il était ma propre chair et mon propre sang. L'enfant que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais nourri, que j'avais élevé avec tant d'amour. Comment pouvais-je savoir que je signais ma propre condamnation? Au début, tout semblait normal. Je recevais ma pension mensuelle, environ $1200. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour vivre dignement. J'achetais de la nourriture, payais les factures, me faisais plaisir de temps en temps. Mais après quelques mois, les choses ont commencé à changer. Julien a commencé à passer plus souvent, mais il n'apportait plus de nourriture, ni ne restait pour parler. Il vérifiait mes achats, ouvrait les sacs de courses, regardait les reçus avec un froncement de sourcils. « Maman, pourquoi as-tu acheté ces biscuits? Ils sont trop chers. Il existe des marques moins chères. 3 types de savon. Un seul suffit à ton âge. De la viande tous les jours. Tu devrais manger plus de légumes. C'est mieux pour ta santé. » Au début, j'ai cru à une sincère inquiétude. Peut-être avait-il raison. Peut-être dépensais-je trop. Après tout, j'avais vécu tant d'années à compter chaque sou qu'aujourd'hui, avec un peu d'argent, peut-être que j'exagérais. Mais les critiques sont devenues plus fréquentes, plus dures. Sophia a commencé à intervenir aussi. « Maman, pourquoi as-tu besoin du chauffage toute la journée? Un pull te garde tout aussi chaud. Tu gaspilles de l'électricité. Des médicaments de marque. Les génériques sont les mêmes et coûtent la moitié. » J'ai commencé à me sentir coupable de tout ce que j'achetais, de chaque dollar que je dépensais de l'argent que mon Arthur m'avait laissé. J'ai commencé à acheter moins, à éteindre le chauffage même quand il faisait froid, à me contenter du strict minimum. Et puis le jour est venu où je suis allé à la banque pour retirer de l'argent et la caissière m'a regardé étrangement. « Madame Riva, votre compte est presque vide. Vous n'avez que $300. » J'ai cru qu'il y avait une erreur. Ma pension mensuelle aurait dû arriver il y a une semaine, plus les économies que j'avais là. J'ai immédiatement appelé Julien. « Mon fils, il y a un problème avec le compte. La banque dit que je n'ai presque plus d'argent. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis sa voix, désinvolte, insouciante. « Oh oui, j'ai dû faire quelques mouvements. Des investissements. Maman, ne t'inquiète pas. L'argent est en sécurité. Mais ma pension pour ce mois-ci? Je l'ai déjà utilisée pour payer des choses en suspens. Je te déposerai quelque chose la semaine prochaine. »
il a raccroché avant que je puisse en demander plus. Je suis resté là, le téléphone à la main, sentant que quelque chose n'allait terriblement pas. La semaine suivante est arrivée et il n'y a pas eu de dépôt, ni la suivante. J'ai appelé Julien 1, 2, 5 fois. Il avait toujours une excuse. Je suis occupé, maman. Je t'ai déjà dit que l'argent est investi. Pourquoi es-tu si insistante? Tu as l'air d'une enfant gâtée. Cette dernière phrase m'a fait plus mal que toutes les autres réunies. Je n'étais pas gâté. Je demandais mon propre argent. L'argent qu'Arthur m'avait laissé pour vivre mes dernières années dignement. 2 mois ont passé. J'ai commencé à rationner la nourriture. J'achetais seulement les choses les moins chères, pain, riz, haricots. Parfois, je passais toute la journée avec juste une tasse de thé et un morceau de pain. Les voisins ont commencé à le remarquer. Madame Holly, qui vivait à côté, a frappé à ma porte un jour avec une cocotte de soupe. Éléanore, tu as l'air très maigre. Manges-tu bien? J'ai souri et je lui ai dit, oui, je faisais juste un régime. Mais elle ne m'a pas cru. Personne qui me connaissait ne croirait que moi, qui avais toujours eu bon appétit, déciderait soudainement de faire un régime à 70 ans. Le froid s'est aggravé. C'était l'hiver et je ne pouvais pas allumer le chauffage car la facture d'électricité était en retard. Je me suis enveloppé dans toutes les couvertures que j'avais. Je me couchais tôt pour ne pas sentir le froid autant. Je me levais tard pour ne pas avoir à passer autant d'heures éveillé et affamé. J'ai appelé Julien en pleurant un soir. Mon fils, s'il te plaît. J'ai besoin de mon argent. Je n'ai rien à manger. Je n'ai rien pour payer la facture d'électricité. Maman, encore avec ça. Je t'ai déjà expliqué que l'argent est bien investi. Tu sais quoi? Je pense que tu deviens sénile. Ces inquiétudes ne sont pas normales. Sénile? Mon propre fils me traitait de sénile parce que je demandais mon argent. Je ne suis pas sénile, Julien. Je meurs de faim. Tu exagères. Tu as toujours été dramatique. Je t'apporterai des choses demain. Mais le lendemain est arrivé et personne n'est venu. Ni le jour d'après. Ni le jour suivant. Un après-midi, désespéré, je suis allé chez lui à pied. C'était presque 5 kilomètres. Mes genoux me faisaient horriblement mal, mais je n'avais même pas d'argent pour le bus. Quand je suis arrivé, j'étais en sueur et tremblante d'effort. J'ai sonné. Sophia a ouvert la porte. Elle m'a regardé de haut en bas avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de parler à Julien. Il est occupé. S'il te plaît, Sophia, c'est important. Elle a soupiré et m'a laissé entrer. La maison était magnifique. De nouveaux meubles, une immense télévision. Dans la cuisine, j'ai vu des sacs de courses pleins de nourriture. De la nourriture chère. Des morceaux de viande que je n'avais pas pu acheter depuis des mois. Julien est descendu les escaliers en fronçant les sourcils. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'as-tu pas appelé avant? J'ai appelé plusieurs fois. Tu ne réponds jamais. Je suis occupé à travailler. Je ne peux pas veiller sur toi tout le temps. J'ai juste besoin que tu m'expliques où est mon argent. Il a échangé un regard avec Sophia. Quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais qui m'a donné des frissons. Je t'ai déjà dit qu'il était investi. Dans quoi? Où? Je veux le voir. Tu ne comprendrais pas même si je l'expliquais. C'est des choses compliquées, maman. Les finances, les actions, des choses que tu ne connais pas. Il me parlait comme si j'étais une idiote. Comme si toutes ces années de travail, d'épargne, d'élevage d'une famille ne signifiaient rien. Comme si je n'avais même pas le droit de demander mon propre argent. Cet argent est à moi, Julien. Ton père me l'a laissé. Et je m'en occupe pour toi. Tu ne fais pas confiance à ton propre fils? Cette question m'a désarmé car je lui avais toujours fait confiance. Je lui avais tout donné. Toute ma vie avait tourné autour de lui donner un avenir meilleur. Et maintenant, il utilisait cette confiance comme une arme contre moi. Je te fais confiance, mais j'ai besoin de manger. J'ai besoin de payer mes factures. Je te donnerai de l'argent, mais tu dois apprendre à mieux le gérer.
Maman, tu ne peux pas m'appeler chaque semaine pour en demander plus. Il m'a donné 200 $ en espèces. Comme s'il me faisait une faveur, comme si ce n'était pas mon propre argent que je recevais. Je suis rentré chez moi avec ces billets dans ma poche, pleurant silencieusement. Quelque chose en moi s'était brisé. L'image que j'avais de mon fils, l'illusion qu'il prendrait soin de moi dans ma vieillesse comme je m'étais occupé de lui dans son enfance. Les 200 $ ont duré 3 semaines. Puis j'étais de nouveau à zéro. J'ai rappelé. J'ai supplié à nouveau. Et chaque fois, c'était pire. Maman, tu m'étouffes. Ne peux-tu pas résoudre tes problèmes toute seule? À ton âge, tu devrais avoir appris à gérer l'argent. Chaque phrase était une gifle. Chaque appel me faisait me sentir plus petite, plus inutile, plus invisible. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté de demander. J'ai abandonné. J'ai vendu quelques objets de la maison. Une montre qu'Arthur m'avait donnée. Des boucles d'oreilles en or qui appartenaient à ma mère. Chaque vente était comme arracher un morceau de mon cœur, mais j'avais besoin de manger. J'avais besoin de survivre. Les voisins continuaient à m'aider en secret. Oli m'apportait de la nourriture. Monsieur Robert, d'en face, a payé ma facture d'électricité un mois. Je mourais de honte. Toute ma vie, j'avais été une femme digne et travailleuse qui n'avait jamais rien demandé à personne. Et maintenant, je dépendais de la charité de mes voisins pendant que mon propre fils avait mon argent. Une nuit, allongé dans mon lit froid, fixant le plafond, j'ai pensé à Arthur, à la façon dont il avait travaillé jusqu'à détruire son corps pour nous laisser quelque chose, à ses derniers mots me demandant de prendre soin de moi. Pardonne-moi, mon amour, ai-je murmuré dans l'obscurité. Je n'ai pas pu tenir ma promesse car je ne prenais plus soin de moi. Je survivais à peine. Et puis, 2 semaines avant l'arrivée de Liam, j'ai entendu une conversation que je n'étais jamais censé entendre. Julien et Sophia étaient venus à la maison. Ils ont dit qu'ils ne faisaient que passer, mais je savais que ce n'était pas vrai. Ils ne venaient jamais sans raison. J'étais dans ma chambre, allongé, car je n'avais pas la force de me lever. Je n'avais mangé qu'un morceau de pain toute la journée. Ils pensaient que je dormais. Ils parlaient dans le salon, mais les murs de cette vieille maison sont minces. Chaque mot m'est parvenu avec une clarté douloureuse. Je ne sais pas pourquoi tu continues à t'inquiéter pour elle, a dit Sophia. Sa voix semblait agacée. Tu as déjà l'argent. Tu as déjà aidé ma mère avec la maison. Tout a fonctionné parfaitement. Mon cœur s'est arrêté. Aider ta mère avec la maison. Je sais, a répondu Julien. Mais elle m'appelle tout le temps. Elle m'étouffe, toujours à vouloir plus d'argent. Eh bien, elle peut s'y habituer. Ta mère a vécu toute sa vie dans la pauvreté, n'est-ce pas? Elle peut continuer à vivre comme ça. Ma mère, par contre, a élevé 5 enfants seuls. Elle mérite cette nouvelle maison. Elle mérite de profiter de la vie. Tu as raison. Carole a beaucoup plus souffert que ma mère. Ma mère a au moins eu papa pendant des années. J'étais figé dans mon lit. Je ne pouvais bouger aucun muscle. Les mots tourbillonnaient dans ma tête. Mon argent. L'argent d'Arthur. L'héritage pour lequel il avait travaillé 45 ans. Il avait acheté une maison. Pour Carole, pour la mère de Sophia, une femme que je connaissais à peine. Combien a coûté la maison, a demandé Sophia. 120 000, j'ai utilisé presque tout ce qu'il y avait sur le compte de ma mère. Il reste environ 15 000 pour les urgences, mais j'aurai aussi besoin de cela pour finir de meubler la maison de ta mère. 120 000 $, presque tout mon héritage. Il était parti pour une maison pour une étrangère. Tu es le meilleur mari du monde, a dit Sophia. J'ai entendu le bruit d'un baiser. Ma mère est si heureuse. Elle dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle a quelque chose à elle. Je suis contente qu'elle le mérite. Et moi non. Moi qui ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent. Moi qui ai élevé cet homme qui parle maintenant de moi comme si j'étais un fardeau. Moi qui suis resté éveillé des nuits entières quand il avait de la fièvre, quand il avait besoin d'aide pour ses devoirs, quand il pleurait pour un chagrin d'amour. Et si ta mère découvre, a demandé Sophia. Julien a ri. Un rire qui m'a transpercé comme du verre brisé. Elle ne le découvrira pas. C'est une vieille femme sénile.
Elle comprend à peine comment fonctionne un distributeur automatique. Je lui dis que l'argent est investi et elle me croit. C'est facile. Vieille femme sénile. C'est ainsi que mon fils m'appelait quand je ne pouvais pas l'entendre. D'ailleurs, a-t-il continué, si elle devient trop difficile, nous pouvons la mettre dans une maison de retraite. J'en ai vu qui ne sont pas trop mal et sont bon marché. Une maison de retraite? Il voulait se débarrasser de moi. Me mettre dans un endroit où je pourrais mourir seul, loin, oublié. Pour que je ne leur cause plus de problèmes. Pour que je ne leur rappelle pas l'argent qu'ils avaient volé, parce que c'était ça, un vol. Peu importait que j'ai signé ces papiers. J'avais fait confiance à mon fils. Je lui avais donné le pouvoir sur mon argent parce que je croyais qu'il prendrait soin de moi et il avait utilisé cette confiance pour tout me prendre. J'ai entendu leurs pas s'éloigner. La porte d'entrée s'est fermée, la voiture est partie, et je suis resté là dans ce lit froid, dans cette pièce sombre, ayant l'impression que ma vie était devenue un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais même pas pleuré à la mort d'Arthur. Parce que c'était pire. La mort est naturelle. Cela fait partie de la vie. Mais c'était une trahison. C'était la destruction délibérée de tout ce que j'avais construit. Mon propre fils, la personne qui était sortie de mon corps, à qui j'avais tout donné. Il m'avait volé. Il m'avait traité de sénile. Il avait prévu de m'enfermer dans une maison de retraite pour se débarrasser de moi. Les jours suivants furent les plus sombres de ma vie. J'ai cessé de manger presque complètement. Non pas parce que je n'avais pas de nourriture, mais parce que je n'avais envie de rien. Pourquoi continuer? Pourquoi me lever chaque matin si la personne que j'aimais le plus au monde m'avait brisé ainsi? Oli a frappé à ma porte plusieurs fois. Je n'ai pas ouvert. Je ne voulais pas que quiconque me voie ainsi. Je ne voulais pas répondre aux questions. Je ne voulais pas de la pitié de quiconque. Je pensais constamment à Arthur. À la façon dont il avait travaillé jusqu'à son dernier jour. À la façon dont il m'avait demandé de prendre soin de moi. À la façon dont cet argent était sa façon de s'assurer que j'irais bien quand il serait parti. Et j'avais échoué. J'avais fait confiance à la mauvaise personne. J'avais tout perdu. J'ai pensé à appeler la police, mais que leur dirais-je? J'avais moi-même signé les papiers donnant le pouvoir à Julien. Techniquement, il avait le droit légal de gérer mon argent. Même si moralement c'était un monstre. J'ai pensé à parler à un avocat, mais je n'avais pas d'argent pour en payer un. Je n'avais d'argent pour rien. Je me sentais piégé, inutile, invisible jusqu'à l'arrivée de Liam ce samedi-là. Mon petit-fils, le fils de Julien, le jeune homme de 22 ans qui était étudiant en droit dans une autre ville. Il est venu par surprise. Il a dit qu'il avait quelques jours de congé et voulait passer du temps avec sa grand-mère. J'ai essayé de me rajuster, d'avoir l'air présentable, de sourire comme si tout allait bien. Mais Liam avait toujours été perspicace. Même enfant, il remarquait des choses que les autres ne voyaient pas. « Mamie, tu as l'air vraiment maigre », a-t-il dit dès qu'il est entré. « Tu manges bien ?»« Oui, mon amour. Juste une petite grippe. » Il n'a pas semblé convaincu, mais il n'a pas insisté. Nous nous sommes assis pour parler. Je l'ai interrogé sur l'université, ses cours, ses amis. Il m'a tout raconté avec cet enthousiasme qui me réchauffait toujours le cœur. « J'ai faim », a-t-il dit après un moment. « Tu as quelque chose à grignoter, mamie ?» Mon estomac s'est serré. Le réfrigérateur était vide. Je n'avais que ce morceau de pain et cette bouteille d'eau. « Laisse-moi voir, mon amour. » Je me suis levé, essayant de cacher à quel point j'avais le vertige. Liam m'a suivi dans la cuisine, et puis il l'a fait. Il a ouvert le réfrigérateur. Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Liam a regardé les étagères vides une par une, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Sa main tenait toujours la porte ouverte. La lumière jaunâtre de l'intérieur éclairait son visage, qui est passé de la surprise à la confusion puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Il s'est tourné vers moi lentement. Ses yeux, qui ressemblaient tant à ceux d'Arthur, m'ont regardé avec une intensité qui m'a donné envie de disparaître. « Mamie, pourquoi meurs-tu de faim si tu as reçu l'héritage de papy ?» Voilà. La question que je craignais,
La question à laquelle je ne savais pas comment répondre sans détruire l'image que Liam avait de son père. Moi? C'est juste que je n'ai pas eu très faim ces derniers temps, mon amour. Ne me mens pas. Sa voix était douce mais ferme. Je te connais depuis ma naissance. Tu ne gaspilles jamais de nourriture. Tu as toujours un réfrigérateur plein. Que se passe-t-il? Les larmes ont commencé à couler sur mes joues sans permission. Je ne pouvais plus les retenir. Je ne pouvais plus faire semblant. C'est compliqué, Liam. Compliqué comment? Papy a laissé de l'argent. Je sais qu'il l'a fait. J'étais aux funérailles. J'ai entendu les gens parler de l'assurance, du règlement. Où est cet argent, mamie? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas dans le couloir. La voix de Julien m'appelant. Maman. J'ai amené des amis pour te les présenter. Liam a fermé lentement le réfrigérateur. Quelque chose dans son expression a changé. Il est devenu alerte, comme un animal qui sent le danger. Il m'a pris la main doucement. Allons dans le salon, a-t-il murmuré. Ne dis rien pour l'instant. Nous avons quitté la cuisine. Dans le salon se trouvaient Julien et Sophia ainsi que 3 autres couples que je ne connaissais pas. Tous habillés élégamment avec des bouteilles de vin coûteuses et des boîtes de ce qui ressemblait à de fins desserts. Maman, a exclamé Julien avec un immense sourire. Nous avons organisé un dîner ici. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais montrer la maison où j'ai grandi. Montrer quoi? Les murs écaillés, les vieux meubles, la cuisine avec le réfrigérateur vide. Salut, papa, a dit Liam, sa voix semblait étrange. Contrôlé. Liam, je ne savais pas que tu étais là. Parfait. Comme ça, tu peux rencontrer mes collègues du bureau. Sophia était déjà dans la cuisine à prendre des assiettes. Comme si c'était sa maison, comme si je n'existais pas. Les invités se sont installés dans le salon, bavardant gaiement, versant du vin. Je me suis assise sur ma chaise habituelle, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Liam se tenait à côté de moi, une main sur mon épaule. Je pouvais sentir la tension dans son corps. La conversation a coulé. Des rires. Des histoires de travail. Sophia a apporté des amuse-gueules. Elle avait acheté des snacks coûteux qui semblaient délicieux. Mon estomac grognait, mais personne sauf Liam ne l'a remarqué. Il m'a serré l'épaule doucement. Puis l'un des invités, un homme plus âgé en costume gris, a regardé Julien avec admiration. Julien, je dois vous féliciter encore une fois. Ce que vous avez fait pour votre belle-mère était incroyable. Peu de gendres feraient quelque chose comme ça. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai senti la main de Liam se crisper sur mon épaule. Oh oui, a demandé Julien avec une fausse modestie. Eh bien, on fait ce qu'on peut pour la famille. De quoi parlez-vous, a demandé une autre femme curieusement. Sophia a ri, visiblement fière. Mon mari a acheté une maison à ma mère, une belle maison de 3 chambres dans un charmant quartier. Ma mère a pleuré de bonheur quand il lui a donné les clés. Comme c'est généreux, a commenté quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression que le monde tournait au ralenti. Ça se passait. C'était vraiment en train de se passer. Ils allaient parler de ça devant moi, devant Liam. Et comment avez-vous pu vous permettre ça avec votre salaire, a demandé l'homme en costume gris. Les maisons sont si chères en ce moment. Il y a eu une seconde de silence. Julien a regardé Sophia. Elle lui a lancé un regard entendu et puis il s'est levé, s'est resservi du vin, et la poitrine bombée de fierté, il a prononcé les mots qui allaient tout changer. J'ai donné son argent à ma belle-mère, Carole, pour qu'elle s'achète sa nouvelle maison. L'air a quitté mes poumons. La pièce a tourné. Les invités l'ont regardé, confus au début, assimilant ce qu'il venait de dire. Son argent, a demandé quelqu'un. Oui, a continué Julien, buvant une longue gorgée de vin. L'argent de ma mère, l'héritage que mon père a laissé. Elle n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'une femme de 70 ans veut avec autant d'argent? D'un autre côté, Carole a élevé 5 enfants seule. Elle a travaillé toute sa vie à nettoyer des maisons. Elle méritait d'avoir quelque chose à elle pour la première fois. Les invités ont échangé des regards gênés. Certains ont regardé où j'étais assise.
Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. C'était comme si mon corps s'était transformé en pierre. Julian, a essayé de dire Sophia, réalisant trop tard que ce n'était peut-être pas quelque chose dont il fallait se vanter. Mais il ne s'est pas arrêté. Le vin avait délié sa langue. Ou peut-être avait-il toujours voulu le dire. Peut-être avait-il besoin que tout le monde sache à quel point il avait été noble. Ma belle-mère le méritait plus. Ma mère a eu un bon mariage. Elle avait une maison. Elle avait de l'aide. Carole n'a rien eu de tout ça. Alors oui, j'ai utilisé l'argent de ma mère pour offrir une vie meilleure à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Le silence dans la pièce était assourdissant maintenant. Tout le monde me regardait. Je pouvais voir la pitié dans leurs yeux. La gêne ressentie par procuration. L'une des femmes a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais l'a refermée. Et puis Liam a bougé. Il a lentement enlevé son manteau. Il l'a plié soigneusement. Il l'a posé sur le dossier d'une chaise. Chaque mouvement était délibéré, contrôlé, comme s'il contenait quelque chose de très grand en lui. « Papa » a-t-il dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue. Froide, dure comme de l'acier. « Tu viens de dire que tu as volé ta mère. »« Je n'ai pas volé » a répondu Julian, agacé. « Je gère son argent. Je décide comment il est utilisé. C'est pour son bien. » Pour son bien. Liam a fait un pas en avant. Pour son bien que le réfrigérateur est vide. Pour son bien qu'elle meurt de faim. Pour son bien qu'elle a l'air de n'avoir pas mangé depuis des semaines. Les invités regardaient l'un l'autre comme s'ils assistaient à un match de tennis. Sophia avait pâli. Tu exagères. Ta grand-mère va bien. Elle est mal nourrie. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Liam s'est tourné vers les invités. Vous le voyez? Regardez-la. Tous les regards se sont fixés sur moi. Je voulais disparaître, m'enfoncer dans le sol, mais Liam ne me laisserait pas m'échapper. Il avait besoin qu'il voie, qu'il soit témoin de ce que Julian avait fait. Liam, ne fais pas de scène, a dit Julian en serrant les dents. C'est une affaire de famille. Non, cela a cessé d'être une affaire de famille quand tu as décidé de voler l'héritage de ta mère pour acheter une maison à ta belle-mère. Quand tu as laissé ta propre mère mourir de faim. L'une des femmes s'est levée, mal à l'aise. Je pense que nous devrions partir. C'est très privé. Non, a dit Liam fermement. Vous restez. J'ai besoin de témoins pour ce que je vais faire maintenant. Il a sorti son téléphone de sa poche. Ses doigts ont glissé sur l'écran avec précision. Le silence dans la pièce était si épais qu'on pouvait entendre le bruit de chaque touche sur l'écran. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Julian. Et pour la première fois, j'ai entendu de la nervosité dans sa voix. « J'appelle la police. »« Quoi ?» Sophia a fait un pas en avant. « Tu ne peux pas faire ça. »« Bien sûr que si. Et je le fais. » Liam a porté le téléphone à son oreille. « Allô ? J'ai besoin de signaler un cas d'abus financier envers une personne âgée. Détournement de fonds. Oui, la victime est ici avec moi. Ma grand-mère Eleanor Riva. Raccroche ce téléphone, a crié Julian. Il a essayé de l'attraper, mais Liam s'est éloigné. Plus rapide, plus jeune. L'adresse est. Liam, s'il te plaît. C'était maintenant Sophia qui suppliait, pense à ton père. Pense à notre famille. Liam l'a regardé avec une froideur qui m'a surprise. Mon petit-fils, qui avait toujours été doux et gentil, avait les yeux de quelqu'un qui venait de découvrir une terrible vérité. Famille? Sais-tu même ce que ce mot signifie? Il a fini de donner les informations à la police et a raccroché. Mais il n'a pas rangé le téléphone. Il a composé un autre numéro. Qui appelles-tu maintenant? A demandé Julian. Il transpirait. Il avait enlevé sa veste. L'avocat de la famille. Celui qui a aidé papy avec l'assurance vie. Celui qui connaît tous les documents. Les invités étaient pétrifiés sur leur siège. L'un des hommes avait son verre de vin suspendu en l'air, oublié. C'était comme si nous étions tous dans une pièce de théâtre, mais personne ne nous avait donné le script. Monsieur Davis, c'est Liam Riva, le petit-fils d'Eleanor. Pardonnez-moi d'appeler à cette heure, mais j'ai une urgence.
Une pause? Oui, cela a à voir avec l'héritage de mon grand-père Arthur. Une autre pause plus longue. J'ai besoin que vous examiniez les mouvements sur le compte de ma grand-mère. Je crois qu'il y a eu un détournement de fonds par mon père qui a procuration. Julien s'est effondré sur le canapé. Son visage était passé du rouge d'indignation au blanc de panique. Il ne peut rien prouver, a-t-il marmonné. J'ai une autorisation légale. Liam l'a regardé tout en continuant à parler avec l'avocat. Oui, je suis avec elle maintenant. Elle est mal nourrie. La maison n'a pas de nourriture. Et il vient d'avouer devant plusieurs témoins qu'il a utilisé son argent pour acheter une propriété pour sa belle-mère. Une pause. Oui, j'ai des témoins. 6 personnes qui ont tout entendu. Les invités se sont déplacés, mal à l'aise. Ils savaient qu'ils venaient de devenir partie prenante de quelque chose de sérieux, de légal, quelque chose qui pourrait finir au tribunal. Je comprends, a continué Liam. Oui, nous pouvons nous rencontrer demain, mais ce soir, je dois m'assurer que ma grand-mère est en sécurité. Il a raccroché et a regardé son père droit dans les yeux. Monsieur Davis dit que ce que vous avez fait est un détournement de fonds. Que même si vous avez procuration, vous avez un devoir fiduciaire d'utiliser l'argent à son bénéfice, et non pour des tiers. Je pensais aider, a balbutié Julien. Menteur. La voix de Liam coupait comme du verre. Je vous ai entendu il y a quelques minutes. Vous vous vantiez de ce que vous avez fait. Vous l'avez dit avec fierté. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Sophia a commencé à pleurer. De grosses larmes dramatiques qui n'ont ému personne dans cette pièce. S'il vous plaît, Liam. Ton père voulait juste aider ma mère. Elle a tellement souffert. Et ma grand-mère non? La femme qui a élevé mon père seul après être devenue veuve. Celle qui a travaillé 3 emplois pour lui donner une éducation. Elle ne mérite pas l'argent que son propre mari lui a laissé. Il n'y a eu aucune réponse à cela. Sophia a juste pleuré plus fort. Vous, a dit Liam en s'adressant aux invités. J'ai besoin de vos noms et numéros de téléphone. La police voudra vous parler. Vous êtes témoin d'une confession. Attendez, nous ne voulons pas d'ennui, a dit l'homme en costume gris. Vous n'avez pas d'ennui. Vous venez d'entendre la vérité. Et la vérité est que mon père a volé plus de 120 000 $ à sa mère âgée pour acheter une maison à quelqu'un d'autre. Quand il l'a dit ainsi, avec ces mots exacts, cela sonnait exactement comme ce que c'était, un crime. Les invités ont commencé à échanger leurs coordonnées avec Liam rapidement, voulant en finir avec cela. Tu vas ruiner ma vie, a dit Julien. Sa voix semblait brisée. Mon travail, ma réputation, tout. Liam s'est accroupi jusqu'à être au niveau des yeux de son père. Tu as ruiné ta vie au moment où tu as décidé de voler ta propre mère. Tu as détruit ta réputation quand tu l'as laissée mourir de faim. Et le pire de tout, sa voix s'est brisée pour la première fois. Tu as détruit l'image que j'avais de toi, mon héros, l'homme que je voulais être quand je serai grand. Ces mots ont été les plus dévastateurs de tous. J'ai vu quelque chose se briser dans les yeux de Julien. La réalisation de ce qu'il avait perdu. Pas seulement l'argent, pas seulement sa liberté potentielle, mais le respect et l'amour de son propre fils. Je voulais juste que Carole ait quelque chose, a-t-il murmuré. Sophia me le demandait tout le temps. Elle me disait que ma mère avait déjà eu sa chance dans la vie. Que maintenant c'était au tour de sa mère. Non, a dit Liam fermement. Tu as décidé. Personne ne t'a forcé. Tu es un adulte. Tu as pris la décision de voler. Dehors, nous avons entendu des sirènes. Des lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter à travers les fenêtres du salon. Les invités ont sauté sur leurs pieds, clairement terrifiés d'être là quand la police est entrée. S'il vous plaît, Liam a indiqué la porte. Vous pouvez partir. J'ai vos contacts. Merci de votre temps. Ils se sont précipités dehors, murmurant des excuses, laissant derrière eux des verres de vin à moitié vides et des assiettes intactes. La porte s'est ouverte. 2 officiers sont entrés. Qui a signalé l'abus financier? Liam a levé la main. Moi. Je suis le petit-fils de la victime. Voici Eleanor Riva. Les officiers se sont approchés de moi avec précaution comme si j'étais un morceau de cristal sur le point de se briser.
Peut-être l'étais-je. Madame Riva, vous allez bien? Avez-vous besoin de soins médicaux? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Liam a répondu pour moi. Elle est mal nourrie. Elle n'a pas mangé correctement depuis des mois. Son fils a le contrôle de ses finances et l'a laissé sans ressources. Les officiers ont regardé Julian, qui était toujours affalé sur le canapé. L'un d'eux a sorti un carnet. « Monsieur, êtes-vous le fils de la dame ?» « Oui », a marmonné Julian. « Et est-il vrai que vous avez le pouvoir sur ses finances ?»« Oui, mais je... » « Et est-il vrai que vous avez utilisé les fonds de votre mère pour acheter une propriété à un tiers ?» Julian a regardé Sophia désespérément, cherchant de l'aide. Elle était restée silencieuse, les larmes séchant sur son visage. « J'avais une autorisation légale, a-t-il finalement dit. J'ai une procuration. Une procuration ne vous donne pas le droit d'utiliser des fonds pour un bénéfice personnel ou pour des tiers, a expliqué l'officier patiemment. Seulement au profit de la personne qui a accordé la procuration. Comprenez-vous la différence? Je pensais. Vous pensiez quoi? Vous pensiez pouvoir voler votre mère âgée et qu'il n'y aurait aucune conséquence. L'autre officier s'est approché de moi. Madame Riva, votre fils vous a-t-il expliqué à quoi il utiliserait votre argent? J'ai secoué la tête. Avez-vous autorisé l'achat d'une propriété pour votre belle-fille ou sa mère? Non. Ma voix est sortie enrouée, à peine un murmure. Je ne savais rien. Quand avez-vous mangé un repas complet pour la dernière fois? Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas me souvenir. Les jours étaient devenus un flou. Liam m'a pris la main. Elle a perdu au moins 15 kilos ces derniers mois, officier. Je l'ai vue. Elle n'est que peau et os. L'officier qui parlait à Julian a sorti une paire de menottes. Monsieur, je vais devoir vous demander de nous accompagner au poste. Il y a des accusations plus sérieuses à enquêter. Vous allez m'arrêter? Julian s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai du travail demain. J'ai des responsabilités. Vous auriez dû y penser avant de commettre un crime. Sophia, appelle un avocat. Appelle quelqu'un. Sophia était toujours paralysée, regardant la scène comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. Elle a finalement réagi et a couru chercher son sac à main, ses doigts tremblants alors qu'elle cherchait son téléphone. Attendez, ai-je dit. Ma voix sonnait plus forte cette fois. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Je ne veux pas qu'il soit arrêté. Mamie, non. Liam m'a serré la main. Il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est mon fils. Des larmes coulaient sur mes joues. C'est mon fils, et je ne veux pas le voir en prison. Je veux juste récupérer mon argent. Je veux juste pouvoir manger, pouvoir vivre. Les officiers ont échangé des regards. Madame, nous comprenons que c'est difficile, mais c'est un crime. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Je ne vous demande pas de l'ignorer. Donnez-moi juste un instant pour lui parler. Je me suis levé avec difficulté. Liam m'a aidé. Je me suis dirigé vers Julian, menotté, le visage désemparé. Pendant un instant, juste un instant, j'ai revu le garçon qu'il avait été. Le petit garçon qui pleurait quand il faisait des cauchemars, et je le tenais jusqu'à ce qu'il s'endorme. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Es-tu désolé parce que tu t'es fait prendre ou parce que tu comprends vraiment ce que tu m'as fait? Il a baissé les yeux. Il n'a pas répondu. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma réponse. Pendant des mois, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, ai-je dit, ma voix tremblante. Je me suis demandé pourquoi mon propre fils me traitait ainsi. Si j'avais été une mauvaise mère, si je t'avais déçu d'une manière ou d'une autre. Je me suis blâmé chaque nuit. Tu n'as pas été une mauvaise mère. Alors pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Sophia voulait aider sa mère et je voulais rendre ma femme heureuse. Et moi? Est-ce que je ne méritais pas que tu me rendes heureuse? Est-ce que je ne méritais pas de manger? Est-ce que je ne méritais pas de vivre dignement pendant les années qu'il me reste? Je pensais que tu irais bien, que tu n'avais pas besoin de tant d'argent. Tu m'as laissé mourir de faim, Julian. Mourir de faim, ta propre mère.
La femme qui a vendu même ses alliances pour payer tes études quand ton père a eu son accident. Celle qui a travaillé jusqu'à ce que ses mains saignent pour que tu aies des vêtements propres et de la nourriture chaude. Chaque mot était une blessure qui s'ouvrait. Mais j'avais besoin de les dire. J'avais besoin qu'ils les entendent. Je sais, a-t-il pleuré. Je sais. Et je suis impardonnable. Non, tu ne le es pas. Je me suis tenue aussi droite que possible. Mais je ne vais pas te détruire. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas voir mon fils souffrir même après tout ce que tu m'as fait. Je me suis tourné vers les officiers. Et s'il rend l'argent? S'il signe des papiers renonçant au pouvoir sur mes finances, pouvons-nous obtenir une ordonnance restrictive temporaire? Nous pourrions envisager des accusations réduites, mais l'enquête doit se poursuivre. Il existe des lois qui protègent spécifiquement les personnes âgées pour des situations comme celle-ci. Je comprends, mais s'il vous plaît, ne l'emmenez pas ce soir. Donnez-moi le temps de résoudre cela autrement. Les officiers se sont consultés à voix basse. Finalement, ils ont hoché la tête. D'accord, mais il doit se présenter au poste demain à 9 h du matin sans faute, et l'enquête se poursuivra. Si nous constatons qu'il y a d'autres victimes ou un mode de comportement, les accusations seront maintenues quoi qu'il arrive. D'autres victimes, a demandé Liam, les yeux écarquillés. Il est courant que ceux qui commettent ce type d'abus financiers contre des membres de leur famille l'aient déjà fait auparavant ou le fassent à d'autres. Nous allons nous en occuper. Ils ont retiré les menottes de Julian. Il s'est frotté les poignets, fixant le sol. Sophia s'est approchée de lui, mais Liam s'est interposé. Non, a dit mon petit-fils, vous deux, vous partez maintenant. Ma grand-mère a besoin de repos, et vous avez fait assez de dégâts. C'est ma maison autant que la sienne, a protesté Sophia faiblement. Non, c'est la maison de ma grand-mère, et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Julian et Sophia ont ramassé leurs affaires en silence, les bouteilles de vin coûteuses qu'ils avaient apportées, les assiettes de nourriture que personne n'avait touchées. Chaque mouvement était chargé de honte. Les officiers les ont regardés, s'assurant qu'ils partaient réellement. Avant de partir, Julian s'est arrêté à la porte. Il m'a regardé une dernière fois. Maman, je pars, ai-je dit avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Demain à 9 h au poste. Ne soyez pas en retard. La porte s'est refermée derrière eux. Le bruit a résonné dans la maison maintenant vide. Les officiers sont restés quelques minutes de plus, prenant des notes, expliquant les prochaines étapes du processus juridique à Liam. Je n'écoutais à peine. J'étais épuisée, détruite physiquement et émotionnellement. Madame Riva, avez-vous quelqu'un qui peut rester avec vous ce soir, a demandé l'un des officiers. Je reste, a répondu Liam immédiatement. Je ne la laisserai pas seule. Bien. Voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou s'il essaie de vous contacter, appelez-nous immédiatement. Quand ils sont finalement partis, la maison est tombée dans un lourd silence. Liam m'a aidé à m'asseoir. Il a regardé la nourriture que Sophia avait laissée sur la table. Des assiettes de fromage fantaisie, de charcuterie, de pains artisanaux, de la nourriture qui coûtait plus cher que ce que j'avais mangé en semaine. Mamie, tu dois manger quelque chose. Je n'ai pas faim. S'il te plaît, juste un petit peu. Il m'a préparé une petite assiette. La première bouchée avait un goût de cendre. Mais Liam a insisté avec tant de douceur, avec tant d'amour, que j'ai continué à manger. Chaque bouchée était difficile. Mon estomac s'était habitué à être vide. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, a-t-il demandé après un moment. Sa voix était brisée. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? J'aurais pu aider. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu es à l'école. Tu as ta propre vie. Tu es ma grand-mère. Tu es plus importante que n'importe quel cours, que n'importe quel examen. Il s'est essuyé les yeux avec le revers de sa main. Quand j'ai vu ce réfrigérateur vide, quand je t'ai vu si maigre, j'ai cru que tu allais mourir. J'ai cru que j'étais arrivé trop tard. Je suis là. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Mais tu vas aller bien. Je te le promets. Cette nuit-là, Liam a dormi sur le canapé. Il a insisté pour que j'aille dans ma chambre, dans mon lit. Mais avant que je ne m'allonge, on a frappé à la porte.
C'était Madame au lit avec une marmite de soupe chaude. J'ai vu la police. J'ai compris ce qui se passait, a-t-elle dit les larmes aux yeux. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. J'aurais dû appeler quelqu'un. Ce n'est pas de ta faute, Oli. Ce fils à toi est une honte. Pardonne-moi de le dire, mais c'est la vérité. Comment peut-il faire ça à sa propre mère? Liam a pris la marmite avec gratitude. Merci, madame. Ma grand-mère a besoin de bien manger. Tout ce que vous pourrez partager sera très apprécié. Je passerai demain avec plus de nourriture, et je parlerai aux autres voisins. Nous allons tous aider. Après son départ, Liam a réchauffé la soupe. C'était une soupe au poulet et aux légumes, épaisse et aromatique. L'odeur a rempli la cuisine, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une vraie faim, une faim de vivre, une faim de continuer. J'ai mangé lentement, savourant chaque cuillerée. Liam était assis en face de moi, me regardant manger comme si c'était la chose la plus importante du monde. Demain, nous allons chez l'avocat, a-t-il dit. Nous allons récupérer votre argent. Nous allons arranger ça. Et si nous ne pouvons pas? Et s'il a déjà tout dépensé? Alors il vendra cette maison qu'il a achetée pour Carole. Il la vendra et il vous rendra jusqu'au dernier centime. Je le jure, mamie. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je n'avais dormi depuis des mois. Sachant que Liam était dans le salon, sachant que je n'étais plus seul, sachant que quelqu'un se battait pour moi. Le lendemain matin, Liam a préparé le petit déjeuner avec le peu qui restait de la veille. J'ai mangé plus que mon estomac ne pouvait en supporter, mais il a insisté. Ensuite, nous nous sommes habillés et sommes allés au bureau de Maître Davis. L'avocat était un homme plus âgé aux cheveux gris et à l'expression sérieuse. Il avait travaillé avec Arthur pendant des années sur des questions de travail. Quand il a vu mon état, son expression s'est durcie. Eleanor, je suis tellement désolé pour ce que vous traversez. Arthur était un homme bon, et vous ne méritez pas cela. Nous nous sommes assis dans son bureau. Liam a tout expliqué depuis le début. Maître Davis a pris des notes, posé des questions, examiné des documents. Quand nous avons eu fini, il s'est penché en arrière dans sa chaise avec un soupir. C'est un cas clair d'abus financier. La procuration ne lui donnait pas le droit d'utiliser les fonds pour des tiers. Nous avons plusieurs options légales. Quelles sont-elles? A demandé Liam. Nous pouvons révoquer la procuration immédiatement. Nous pouvons intenter une action civile pour le remboursement des fonds plus des dommages-intérêts et les accusations criminelles qui sont déjà en cours auprès de la police. Je veux révoquer le pouvoir, ai-je dit fermement. Je veux récupérer mon argent, mais je ne veux pas détruire mon fils. L'avocat m'a regardé avec compréhension. Je comprends. L'amour d'une mère est compliqué, mais vous devez vous protéger, Eleanor. Et s'il l'a fait une fois, il pourrait essayer de le faire à nouveau. Il n'aura pas la chance, a dit Liam. Je m'en assurerai. Nous avons passé 3 heures dans ce bureau. J'ai signé des papiers révoquant la procuration, autorisant l'avocat à récupérer les fonds. Établissant une ordonnance restrictive temporaire qui empêchait Julien de s'approcher de moi ou de mon argent. Combien de temps faudra-t-il pour récupérer l'argent, ai-je demandé. Ça dépend. S'il coopère, nous pouvons résoudre cela en quelques semaines. S'il résiste, cela pourrait prendre des mois. Mais vous le récupérerez, Eleanor. Je vous le promets. Quand nous avons quitté le bureau, Liam m'a emmené directement à l'épicerie. Nous avons rempli le chariot de nourriture. Fruits, légumes, viande, poulet, pain frais, lait, œufs, tout ce que je n'avais pas pu acheter depuis des mois. C'est trop, Liam. Tu dépenses ton argent. Ce n'est pas trop, et ça ne me dérange pas de le dépenser pour toi. Tu es ma grand-mère. Je t'aime. À la caisse, une dame âgée nous a regardés tendrement. Comme c'est gentil de voir un petit-fils prendre soin de sa grand-mère comme ça. C'est le vrai amour. Liam a souri. Elle s'est occupée de moi toute ma vie. Maintenant, c'est mon tour. De retour à la maison, nous avons rempli le réfrigérateur ensemble. Chaque étagère, chaque tiroir. Quand nous avons eu fini, Liam a ouvert la porte et nous avons juste regardé. Tu vois ça, mamie? C'est comme ça que ça devrait toujours être. Plein. Parce que tu mérites de manger. Tu mérites de bien vivre.
J'ai fondu en larmes. Toutes les émotions que j'avais retenues pendant des mois ont déferlé. Liam m'a serré dans ses bras et il a pleuré avec moi. C'est fini, a-t-il murmuré. Le pire est passé maintenant. Nous allons récupérer ta vie. Les jours suivants furent un étrange mélange de soulagement et de tension. Liam est resté avec moi toute cette semaine. Il a annulé ses cours, a parlé à ses professeurs, a expliqué la situation. Ils ont été compréhensifs. Il a pris soin de moi comme si j'étais faite de verre. Il préparait les repas, s'assurait que je mangeais, et m'emmenait au rendez-vous chez le médecin qu'il avait fixé. Le médecin a confirmé ce que nous savions tous déjà, malnutrition sévère, anémie, tension artérielle dangereusement basse. Il m'a donné des vitamines, des suppléments, un régime alimentaire strict. Il m'a grondé gentiment. Madame Riva, votre corps a beaucoup souffert. À votre âge, cela aurait pu être fatal. Vous avez de la chance que votre petit-fils vous ait trouvé à temps. Chance. Ce mot a résonné dans mon esprit. Était-ce de la chance ou était-ce quelque chose de plus? Peut-être était-ce la justice. Peut-être était-ce Arthur de quelque part, s'assurant que j'irais bien. Julien s'est présenté au poste comme ordonné. Liam est allé avec Monsieur Davis pour s'assurer que tout était traité correctement. Quand ils sont revenus, mon petit-fils avait une expression sérieuse. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Papa a signé des documents acceptant de rendre l'argent. Ils ont 30 jours pour vendre la maison de Carole et rembourser la totalité du montant. Et les accusations criminelles? Elles sont toujours sous enquête. Mais s'il respecte le remboursement, et que vous ne déposez pas d'autres plaintes, il n'aura probablement qu'une probation et des travaux d'intérêt général. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Une partie de moi voulait qu'il paie plus, qu'il ressente ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'il m'avait causée, mais une autre partie, cette partie qu'il avait porté bébé, qu'il avait élevé, voulait juste que tout cela se termine. A-t-il dit quelque chose, ai-je demandé pour lui. Liam a hésité avant de répondre. Il a demandé s'il pouvait vous voir. Je lui ai dit non. Que vous avez besoin d'espace. Que l'avocat s'occupera de tout désormais. À quoi ressemblait-il? Brisé, comme il se doit. Il n'y avait aucun pardon dans la voix de Liam. Le respect qu'il avait eu pour son père s'était complètement évaporé. Les voisins ont tenu parole. Holly a organisé une sorte de chaîne d'aide. Chaque jour, quelqu'un de différent apportait de la nourriture. La dame du coin apportait du pain fraîchement cuit. Monsieur Robert apportait des légumes de son jardin. Un jeune couple qui venait d'emménager dans le quartier a apporté un gâteau, disant qu'ils avaient entendu ce qui s'était passé et voulaient aider. C'est trop, ai-je dit à Holly un après-midi. Je ne peux pas accepter autant de charité. Ce n'est pas de la charité, Eleanor. C'est la communauté. C'est ce que nous faisons les uns pour les autres. Tu as vécu ici pendant 40 ans. Tu as aidé tout le monde dans ce quartier à un moment donné. Maintenant, c'est notre tour. Elle avait raison. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais gardé les enfants des voisins quand leurs parents travaillaient. Toutes les fois où j'avais partagé de la nourriture quand j'en avais. Toutes les après-midi à coudre des vêtements pour qui en avait besoin sans demander un sou. La communauté ne m'avait pas oublié et cela a guéri quelque chose en moi que Julien avait brisé. 2 semaines ont passé. Liam a dû retourner à l'université. J'ai insisté. Il ne voulait pas partir. Et si quelque chose t'arrive? Et s'il essaie de te contacter? Je vais bien. Les voisins veillent. J'ai le numéro de Maître Davis, et je t'appellerai tous les jours. Tous les jours, mamie. Et si tu ne réponds pas, je reviens tout de suite. Je l'ai serré dans mes bras devant la porte le jour où il est parti. Cette étreinte a duré une éternité. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Merci, mon amour. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé la mienne d'abord quand j'étais enfant et que tu veillais sur moi pendant que papa travaillait. Quand tu m'as appris à lire. Quand tu m'as dit que je pouvais faire tout ce que je voulais dans la vie. Ce n'est qu'un petit peu de tout ce que tu m'as donné. Je l'ai regardé s'éloigner dans sa vieille voiture jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. La maison me semblait vide sans lui, mais c'était une solitude différente de celle que j'avais ressentie auparavant. Cette fois, je savais que je n'étais pas vraiment seul.
Une semaine plus tard, Maître Davis a appelé. Eleanor, j'ai des nouvelles. La maison a été vendue. Les fonds ont été transférés sur un nouveau compte bancaire à votre nom. Un compte que vous seul pouvez contrôler. Mon cœur s'est accéléré. Combien ai-je récupéré? 115 000 $. Nous avons perdu 5 000 $ dans les frais de vente rapide et les frais juridiques, mais nous avons récupéré la grande majorité. J'ai pleuré de soulagement. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. C'était ma sécurité. C'était la promesse d'Arthur enfin tenue. Et Julian? Il s'est conformé. Il n'a opposé aucune résistance. Je pense qu'il comprend enfin l'ampleur de ce qu'il a fait. Cet après-midi-là, je suis allé à la banque avec Holly, qui a insisté pour m'accompagner. La caissière m'a remis une nouvelle carte. Nous avons vérifié le solde ensemble sur l'écran. Il était là. Mon argent, mon avenir, ma dignité restaurée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? A demandé Holly alors que nous rentrions à pied. Vivre. Juste vivre. Acheter de la nourriture sans culpabilité. Allumer le chauffage quand j'ai froid. Acheter mes médicaments. Toutes ces choses simples que je prenais pour acquises. Et Julian? Je me suis arrêté. Cette question m'avait hanté pendant des jours. Je ne sais pas. Une partie de moi veut lui pardonner. C'est mon fils. Mais une autre partie ne peut pas oublier la faim, le froid, la nuit passée à pleurer. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire à nouveau confiance. Tu n'as pas à décider aujourd'hui. Donne-toi du temps. Cette nuit-là, seul dans ma maison, j'ai cuisiné un repas complet pour la première fois depuis des mois. Poulet rôti avec légumes, riz, une salade fraîche, même un dessert, un pudding que j'ai acheté à la boulangerie. J'ai mis la table comme je le faisais quand Arthur était en vie. Avec une nappe, des serviettes et des couverts bien disposés, je me suis assise et j'ai regardé l'assiette pleine devant moi. Pendant un instant, j'ai imaginé qu'Arthur était assis en face, me souriant de ce sourire qui illuminait toute la pièce. Nous l'avons fait, mon amour, ai-je murmuré. Ton argent a servi son but. Il m'a gardé en vie jusqu'à ce que l'aide arrive. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Non seulement la nourriture, mais la liberté, la sécurité, la dignité retrouvée. Le lendemain, Julian a frappé à ma porte. Je l'ai vu par la fenêtre avant de décider d'ouvrir. Il avait l'air différent, plus âgé, plus fatigué, plus petit en quelque sorte. J'ai hésité, la main sur la poignée. Finalement, j'ai ouvert, mais juste un interstice, la chaîne de sécurité toujours en place. Maman, a dit Julian, puis-je entrer? Pouvons-nous parler? J'ai regardé dans ses yeux, cherchant quelque chose. Je ne savais pas quoi exactement. Un véritable remords, la compréhension de ce qu'il avait fait. Le fils que j'avais élevé était-il encore là quelque part? Je ne suis pas prête pour ça, pour l'instant. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas laissé entrer. Nous sommes restés là, sur le seuil, avec l'air froid d'octobre entre nous. Dis ce que tu es venu dire. Julian a regardé ses chaussures. Ses mains tremblaient légèrement. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Il n'y a pas assez de mots pour m'excuser de ce que je t'ai fait. Je sais que dire je suis désolé ne change rien. Ça ne ramène pas les mois où tu as eu faim. Ça n'efface pas la douleur. J'ai attendu. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour vraiment voir ce que j'ai fait. Je n'ai pas seulement pris ton argent, maman. J'ai pris ta dignité, ta sécurité, ta paix, les choses que papa a travaillé toute sa vie pour te donner. Sa voix s'est brisée. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Quand j'étais enfant et que papa a eu son accident, tu as vendu tes bijoux pour payer l'hôpital. Je me souviens de ces nuits où tu travaillais tard à coudre pour gagner de l'argent supplémentaire. Je me souviens comment tu t'es toujours assuré que je mangeais, même si tu n'avais que du thé. Et je t'ai fait revivre ça. Mais cette fois, c'est moi qui t'ai tout pris. Pourquoi, ai-je demandé. J'avais besoin de l'entendre dire la vérité. Pourquoi l'as-tu fait?
Parce que j'étais égoïste. Parce que je voulais être le héros de Sofia. Parce qu'elle me mettait constamment la pression à propos de sa mère. Et je voulais qu'elle me voie comme un bon mari. Parce que je me suis convaincu que tu irais bien avec moi. Je me suis menti, disant que je te protégeais en investissant ton argent. Tu m'as laissé avec un réfrigérateur vide, Julian. Tu me voyais maigrir et tu n'as rien fait. Je sais. Et c'est ce qui me torture le plus. Chaque nuit, je vois ton visage quand tu as ouvert le réfrigérateur devant Liam. Je vois à quel point tu étais maigre. Je vois la douleur dans tes yeux quand j'ai avoué devant tout le monde. Cette image ne me quittera jamais. Et Sofia, où est-elle? Nous nous sommes séparés. Sa mère a dû déménager de la maison quand nous l'avons vendue. Sofia me blâme d'avoir ruiné la chance de sa mère. Je la blâme de m'avoir fait pression. Mais au final, la faute est la mienne. J'ai pris les décisions. J'ai signé les papiers. Je t'ai volé. Un lourd silence s'est installé entre nous. Le vent froid d'octobre faisait bouger les feuilles sèches dans le jardin. Certaines soufflaient entre nous comme des témoins silencieux de cette conversation. Liam ne me parle plus, a-t-il continué. Il me voit comme un monstre. Et il a raison. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma réputation. Mon emploi est en péril parce que la nouvelle a fuité. Mais rien de tout cela n'importe comparé à ce que j'ai vraiment perdu. Que as-tu perdu? Toi. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu le droit de me considérer comme ton fils. J'ai perdu la chance de prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. Et c'est quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. N'est-ce pas? J'ai regardé cet homme devant moi. Mon fils, le bébé que j'avais porté, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour, l'homme qui m'avait trahi de la pire des manières. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement. Je ne sais pas si je pourrai jamais te faire à nouveau confiance. Ce que tu as fait ne m'a pas seulement blessé physiquement. Ça a détruit quelque chose en moi. Je comprends. Mais, ai-je continué, sentant les mots se former dans ma bouche avant de savoir exactement ce que j'allais dire. Je ne sais pas non plus si je peux vivre le reste de ma vie avec cette haine dans mon cœur. Ton père n'aurait jamais voulu ça pour moi. Il aimait la paix. Il aimait le pardon. Papa m'aurait détesté pour ce que je t'ai fait. Probablement, mais il t'aimait aussi. Tu étais son fils tout comme tu es le mien. Julian s'est couvert le visage de ses mains et a pleuré. De profonds sanglots qui secouaient tout son corps. Je l'ai regardé, déchiré entre l'envie de le réconforter et le besoin de me protéger. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit finalement. J'avais juste besoin que tu saches que je suis désolé, que je ferai n'importe quoi pour pouvoir remonter le temps, que je comprends si tu ne veux plus jamais me voir. J'ai besoin de temps, Julian. Beaucoup de temps. J'ai besoin de guérir. J'ai besoin de récupérer non seulement mon argent, mais moi-même. Je te donnerai tout le temps du monde. Mais s'il te plaît, si un jour tu peux trouver ne serait-ce qu'un petit pardon dans ton cœur, j'aimerais essayer d'être le fils que tu mérites d'avoir. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Il a hoché la tête. Il a essuyé ses larmes. Il a fait un pas en arrière. Merci de m'avoir écouté. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé. Je suis juste désolé qu'il m'ait fallu te perdre pour réaliser à quel point. Il s'est éloigné le long du chemin. Cette fois, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé partir. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé dessus, respirant profondément. Les mois suivants furent consacrés à la guérison. Lentement mais sûrement, j'ai repris du poids. La couleur est revenue sur mes joues. La force est revenue dans mes jambes. J'ai recommencé à cuisiner, non par nécessité, mais par plaisir. J'ai invité Oli à prendre le thé. Monsieur Robert passait le dimanche pour jouer aux cartes. Liam me rendait visite toutes les 2 semaines. Il apportait des histoires de l'université, des photos de ses amis, des projets pour l'avenir. Nous parlions de tout sauf de Julian. C'était un sujet que nous évitions tous les deux, comme une blessure encore trop fraîche pour être touchée. Un après-midi de printemps, 6 mois après tout, j'étais dans le jardin à planter des roses quand j'ai vu Julian de l'autre côté de la clôture. Il n'a rien dit.
Il m'a juste regardé. J'ai continué à planter, consciente de sa présence, mais sans la reconnaître. Au bout d'un moment, il est parti. Mais il est revenu la semaine suivante. Et la suivante, toujours en gardant ses distances, sans jamais s'approcher, juste en regardant. La 4e semaine, quand j'ai fini d'arroser les plantes, je me suis dirigé vers la clôture. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais juste voir si tu allais bien. » « Tu as l'air. Tu as l'air en bonne santé. » « Je le suis. » « Enfin. » « Je suis content. » Nous sommes restés en silence. Ce n'était pas un silence confortable, mais ce n'était pas hostile non plus. C'était quelque chose entre les deux, un espace de possibilités. « Les roses sont magnifiques, » a-t-il dit, comme celles que papa plantait. Il disait toujours, les roses ont besoin de patience. On ne peut pas les brusquer. Elles doivent pousser à leur propre rythme. Sage parole. Oui, c'était le cas. Julien a compris le message. Il a fait ses adieux d'un signe de tête et est parti. Mais quelque chose avait changé. Une minuscule fissure dans le mur que j'avais bâti autour de mon cœur. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Peut-être que ce ne serait jamais un pardon complet, mais c'était un début, une possibilité. Une petite lumière au bout d'un tunnel très sombre. Ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé chaud. J'ai regardé par la fenêtre le ciel étoilé. La maison était chaude. Le réfrigérateur était plein. Mon corps était guéri. Mon argent était en sécurité. J'y suis arrivé, Arthur, ai-je murmuré dans l'air. J'ai survécu. Ton argent a servi son but. Il m'a gardé en vie jusqu'à ce que l'aide arrive. Liam est devenu l'homme merveilleux que nous savions tous les deux qu'il serait. Et j'apprends à revivre. Une douce brise est entrée par la fenêtre ouverte, faisant bouger les rideaux comme une caresse. Pendant un instant, j'aurais juré sentir le parfum d'Arthur, de terre et de sueur honnête après une journée de travail, d'amour et de sacrifice et de promesses tenues. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir n'était pas effrayant. Il était incertain. Oui, il était plein de questions sans réponse, mais il était aussi plein de possibilités. J'avais 70 ans. J'avais une deuxième chance. J'avais un petit-fils qui m'aimait. J'avais une communauté qui me soutenait. J'avais ma dignité restaurée. Et j'avais du temps. Du temps pour guérir, du temps pour grandir, du temps pour décider si le pardon était possible. Comme les roses dans mon jardin, je ne pouvais pas brusquer le processus. Je pouvais seulement lui donner du temps, des soins et de la patience, et espérer que quelque chose de beau naîtrait de toute cette tristesse. Le soleil se coucherait bientôt, peignant le ciel d'orange et de rose. Mais demain, il se lèverait à nouveau, et je serais là pour le voir, vivante, forte, libre. Et c'était ça, après tout.